Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point sur le lancement de nouveaux stablecoins aux États-Unis, mais aussi sur certaines évolutions, certaines actualités dans le monde de la finance tokenisée. Nous aurons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine pour cela Alexis Bourdilla, le fondateur de Ready. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché de l'immobilier, au financement d'un investissement ou d'une acquisition immobilière, avec un focus particulier aujourd'hui sur le prêt à taux zéro et ses évolutions depuis le 1er avril 2025. Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Ludovic Usieux, cofondateur d'Artemis Courtage, mais aussi Damien Bazez, directeur régional Paris-Ouest au sein de BRED, au sein du groupe BPCE. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir de retrouver Guillaume Essette, directeur associé au sein du cabinet Jeffineo, avec qui nous nous demanderons comment profiter de la hausse des taux longs. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de retrouver un de nos experts crypto et un de nos experts finances tokenisées en plateau. Bonjour Alexis Bourdilla. Bonjour Nicolas et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de Ready. Dans un instant, on va évoquer des évolutions, des actualités dans le monde de la finance tokenisée. Juste avant cela, aux États-Unis, on voit que les stablecoins continuent à progresser. On voit des grands noms de la finance traditionnelle lancer de nouveaux stablecoins. C'est un produit, si je puis dire, un véhicule qui plaît. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu sous l'impulsion de la politique de Trump qui est assez pro-crypto. En fait, il propose un projet de loi, quelque chose qui s'appelle Genius et qui permet à beaucoup d'émetteurs de stablecoins d'avoir un cadre un peu défini. Bien sûr, oui. Et donc, on voit des gérants d'actifs, donc le Fidelity par exemple, qui annonce vouloir lancer un stablecoin adossé à des fonds monétaires et également lancer des fonds monétaires tokenisés. On a également une société qui est proche de Trump, une start-up, une fintech qui s'appelle World Liberty Financial, qui est possédée majoritairement, minoritairement par la famille Trump. D'accord, on ne sait pas exactement, c'est ça ? On ne sait pas exactement, qui annonce, ou de manière directe ou indirecte, qui annonce vouloir justement lancer un stablecoin. D'accord. Alors, juste pour rappel, un stablecoin, c'est un jeton est égal à $1. En fait, il y a le PEG, la parité qui est assurée. Bien sûr. Et pour s'assurer de cette parité-là, les stablecoins investissent dans de la dette. Et donc, un stablecoin dollar va investir dans de la dette américaine. Donc, c'est un outil assez puissant de manière politique, de manière budgétaire, pour dire, sur la blockchain, on va avoir des jetons qui représentent $1 et qui sont investis dans la dette américaine. Pourquoi des grands noms comme Fidelity vont sur les stablecoins selon vous ? En fait, c'est un marché qui représente déjà 200 milliards de dollars sur les stablecoins dollars. En euros, c'est beaucoup moins. Bien sûr, moins d'un milliard. Il y a moins de stablecoins euros aussi. Ouais. Donc, tout ce qui se fait en finance décentralisée, en finance sur la blockchain, ça se fait en dollars, malheureusement. Donc, il faut que l'Europe rattrape un peu et qu'il y ait un intérêt pour tous les acteurs de la finance décentralisée à utiliser de l'euro numérique ou des stablecoins euros. On en parlera peut-être juste après. Pour les acteurs, en fait, c'est intéressant parce qu'ils peuvent tout de suite avoir des encours importants et surtout sur un cadre, sur des activités qui sont simples, acheter de la dette, gérer des fonds monétaires. Ils ont déjà les tuyaux branchés en finance traditionnelle. Ils ont juste à tokeniser. Et aujourd'hui, cette tokenisation, elle devient vraiment accessible à tous. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que quel intérêt pour un acteur financier traditionnel d'aller investir et créer un véhicule sur la blockchain où un stablecoin est égal à $1 alors qu'ils sont déjà effectivement des réserves et de la trésorerie en dollars? C'est vraiment pour augmenter leurs encours et s'accaparer une partie du marché qui est sur la blockchain. Il y a également
lorsqu'ils créent des véhicules tokenisés, il y a également des stablecoins qui sont natifs sur la blockchain, qui Bien sont sûr. peut-être algorithmiques, etc., qui ont des réserves à investir. Et ces gérants d'actifs traditionnels, ils vont pouvoir aller séduire les stablecoins pour leur dire placez votre liquidité, placez votre trésorerie sur nos fonds monétaires tokenisés. D'accord. Et donc, on a vu ça récemment avec. C'est pas une start-up maintenant, c'est un stablecoin qui a près de 10 milliards de dollars d'encours. C'est l'USDS de Sky et avec Spark, D'accord. qui a lancé un grand prix, ils appelaient ça, pour attribuer 1 milliard de dollars à des gérants d'actifs monétaires tokenisés. D'accord. Et donc, ils ont sélectionné 3 gérants d'actifs, dont 2 qui sont des gérants d'actifs traditionnels. Donc, il y en a un qui a récupéré 500 millions de dollars, l'autre 300 millions de dollars. Ça, c'est pour l'acteur qui n'est pas un acteur traditionnel. Des acteurs dont on ne peut pas donner le nom, c'est ça Si. Donc, c'est BlackRock, ouais. Le premier. Donc, en fait, on se rend compte que c'est une stratégie gagnante pour le leader de la gestion d'actifs mondial, qui justement s'insère bien dans l'écosystème blockchain, finance sur la blockchain, et qui récupère du coup des réserves gérées pour ces startups-là. Donc 500 millions pour BlackRock, 300 millions pour Superstate. C'est une startup qui a été créée il y a 1 an et demi à peu près. D'accord. Et qui, du coup, c'est assez génial pour un nouveau gérant d'actifs Donc, c'est des gérants d'actifs traditionnels, pour certains d'entre eux, qui ont créé des fonds tokenisés qui vont gérer la trésorerie du stablecoin qui a été émis sur la blockchain. Exactement. D'accord. Et on voit effectivement le lien toujours plus resserré, finalement, entre ces deux mondes. En Europe, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, en Europe, on a des stablecoins qui se lancent ou des liens qui se créent. En Europe, les stablecoins sont réglementés. Donc, les émetteurs doivent être agréés. Enfin, il y a vraiment plusieurs typologies d'émetteurs. Aujourd'hui, il y a moins d'une dizaine de stablecoins qui sont sous le cadre de la réglementation européenne. Bien sûr. Les exigences sont très strictes. Du coup, le marché peine un peu à décoller. D'accord. Et surtout, ces stablecoins qui sont autorisés en Europe, ils sont surtout en dollars, même s'ils sont en Europe. Et donc, on a moins de cas d'usage avec l'euro. Mm-hmm. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a moins d'utilisateurs. Et donc, peut-être que les utilisateurs européens vont avoir besoin de l'euro numérique pour enfin utiliser l'euro comme moyen de règlement sur leur activité. Euro numérique qui n'est pas encore lancé, mais qui devrait être prochainement lancé. On a une date déjà ou... Alors, la Banque Centrale Européenne est ravie des tests qu'elle a fait avec 3 banques centrales nationales et même d'autres impliquées. Bien sûr. Ces 18 derniers mois. Elle a annoncé vouloir se lancer assez rapidement sous une première forme pour, à plus long terme, créer son propre registre distribué, donc sa propre blockchain qui permettrait de faire du règlement livraison. On pense à un target modernisé, un système target pour le règlement qui est modernisé grâce à la blockchain. Sur le déploiement assez rapide, en fait, l'idée, c'est de mettre à disposition un euro sur lequel est défini vraiment un euro permissionné qui passerait par des intermédiaires, qui le mettraient après à la disposition du public. Et là, on parle vraiment d'un stablecoin, enfin d'un euro numérique qui serait adossé à l'euro et qui ne serait pas adossé à la dette des pays européens, alors que des stablecoins émis par une entité privée, au final, ces stablecoins-là, les émetteurs sont un peu obligés d'investir dans de la dette souveraine. D'accord. Ce qui amène d'ailleurs à comprendre un peu la différence entre un euro ou une monnaie numérique de banque centrale et un stablecoin un stablecoin privé sur le marché. On pourra d'ailleurs en reparler dans le cadre d'une autre émission. Merci beaucoup Alexis Bourdiat. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés dans l'écho des cryptos. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Ready et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché de l'immobilier et aux tendances du marché de l'immobilier au premier trimestre en France, avec un focus pour commencer sur le prêt à taux zéro et sur l'élargissement du prêt à taux zéro depuis le 1er avril 2025. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Damien Bazez. Bonjour Damien Bazez. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur régional au sein de la BRED Banque Populaire. Alors, messieurs, on tourne cette émission le 1er avril 2025, le jour de l'entrée en vigueur du nouveau prêt à taux zéro. Damien Bazez, on peut peut-être commencer par vous. Qu'est-ce qui change concrètement ? Maintenant, on peut utiliser son prêt à taux zéro pour acheter de l'immobilier neuf et de la maison individuelle neuve, ce que l'on ne pouvait pas faire avant, c'est ça ? Oui, on a pu le faire, le prêt à taux zéro à 30 ans d'existence, donc il y a eu quelques alertes. Il bouge régulièrement. Il bouge régulièrement, mais effectivement, il y a des bonnes nouvelles pour les Français, notamment sur le neuf. On peut acheter dans tout le territoire et on remet au goût du jour le fait de pouvoir acheter sa maison individuelle, ce qui n'était plus le cas en 2024. C'est ça, deux grandes évolutions, Ludovic Usieux, tout le territoire, pour tout le monde, du coup, enfin pour tout type d'immobilier, et on peut aller sur le neuf, là où c'était plus compliqué ces dernières années. En tout cas, les dernières années, on ne pouvait financer avec un prêt à taux zéro que de l'habitat collectif dans le neuf. Aujourd'hui, on remet effectivement dans les biens finançables les maisons individuelles, les maisons à construire. Bien sûr. Et puis, il n'y a plus de zones géographiques. Les zones très compliquées à comprendre, A, B, C, on peut financer aujourd'hui dans le neuf des maisons individuelles, des biens collectifs, des appartements, partout sur le territoire. Il y a toujours évidemment des conditions de ressources, il y a toujours des plafonds, il y a toujours des enveloppes à considérer pour ce PTZ, mais en tout cas, il est élargi et c'est la bonne nouvelle de ce 1er avril. Qu'est-ce que ça change, alors toujours avec vous, Ludovic Usieux, pour le marché selon vous, pour les primo-accédants, pour ceux qui veulent acquérir une résidence principale, d'avoir un élargissement du PTZ? Est-ce que ça va donner un petit peu de souffle à des personnes qui en avaient besoin, ou est-ce que ça reste à la marge selon vous ? Moi, je le crois, c'est une mesure incitative. D'abord, on s'aperçoit que les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui sont principalement concentrées sur les primo-accédants, qui étaient les grandes victimes et les grands perdants de cette crise de l'immobilier et du crédit, en tout cas, qu'on a traversé en 2023-2024. Ça va beaucoup mieux depuis quelques mois maintenant, niveau taux de crédit et aussi marché de la transaction. Et les grands perdants de cette crise, évidemment, parce que les plus fragiles, ce sont les primo-accédants. Toutes les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui sont au-delà du prêt à taux zéro. Oui, bien sûr. Le prêt à taux zéro est recentré, évidemment, sur plus de projets, plus de zones. Et puis, il y a aussi le fait d'être, pour les primo-accédants, exonérés sur les droits de donation jusqu'à 300 000 euros par primo-accédant. Bien sûr. Et puis, les fameux frais de notaire rehaussés de 0,5%. Les droits de mutation, bien sûr. Les droits de mutation, exactement, à titre onéreux. Eh bien, les primo-accédants en sont aussi exonérés. Donc, on voit qu'il y a un cap quand même dans cette politique du logement. On a longtemps dit que les ministres du logement ou les secrétaires d'État tournaient à un rythme beaucoup trop rapide, qu'il n'y avait pas de cap, qu'il n'y avait pas d'envergure. Là, on s'aperçoit que ce sont des mesures qui sont données pour 3 ans. Donc, on a quand même un petit peu de temps pour s'organiser. Et puis, c'est des mesures qui sont incitatives pour les primo-accédants qui, encore une fois, sont les principales victimes de la crise du crédit. Dans mon réseau, par exemple, dans des années normales, on finançait environ 40% de primo-accédants. En 2024, on est descendu en dessous de 30%. D'accord. Moins de 30% de nos clients étaient des primo-accédants. Donc on n'est plus sur un coup de pouce, on est sur une nécessité. Je pense sur le fait d'aider les primo-accédants. C'est vraiment le carburant de l'immobilier, les primo-accédants, et c'est vers eux qu'il faut recentrer ces incitations. Damien Bazez, sur le prêt à taux zéro dans un premier temps, avant peut-être un élargissement sur effectivement ces primo-accédants ou autres, quand on est banquier, qu'on voit effectivement ce prêt à taux zéro évoluer, est-ce que ça a un impact direct sur vos clients et sur la manière aussi de faire son métier et de délivrer ce prêt à taux zéro ? Et complètement. Nous, on estime, alors c'est des estimations, mais que ça pourrait déclencher sur 2025 entre 20 et 22 000 projets supplémentaires. D'accord. Ce qui est pas neutre, c'est à peu près 50% de plus quand même que ce qu'il y avait. Donc ça a toujours un impact puisque le prêt à taux zéro complète un autre prêt immobilier pour le client. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans le fonctionnement du prêt à taux zéro, mais il y a un fonctionnement de quotité, un pourcentage de la valeur globale du bien qu'on peut financer avec le prêt à taux zéro. Exactement, vous pouvez aller jusqu'à 50% du financement et après vous financez avec un prêt complémentaire, donc c'est très favorable pour les Français, pour nos clients, et donc pour nous en tant que banquiers qui souhaitons les accompagner, c'est effectivement un vrai coup de pouce. Et comme je disais tout à l'heure,
C'est un vrai signal positif sur le marché de l'immobilier. C'est un outil supplémentaire qui existait déjà, mais c'est un outil un peu plus efficace aujourd'hui quand on est banquier pour dire bon bah voilà, pour votre projet immobilier il y a le prêt classique et puis vous pouvez compléter si vous voulez y aller avec le prêt à taux zéro qui est maintenant accessible pour vous aussi par exemple. C'est surtout que ça élargit l'assiette. Ouais. Et comme ça élargit l'assiette, ça élargit le nombre de Français qui vont pouvoir en tant que primo-accédant refaire du prêt immobilier, et donc nous en tant que banquier on est ravis de pouvoir les accompagner. Ludovic Usieux nous parlait effectivement de ce recul de primo-accédants sur le marché immobilier en 2024. Vous l'avez vu également, vous, au sein de la BRED ? Oui, c'est le marché français. C'est quelque chose. On a eu effectivement un ralentissement de l'immobilier, on le sait, depuis quelques mois, depuis 2 ans globalement. On l'a vu. Après, nous, on a continué à accompagner les clients. On n'a pas du tout stoppé, il y avait encore quand même de la demande, mais effectivement là les signaux sont très positifs et je pense qu'on en parlera après, mais on est quand même très, très, très optimiste pour un rebond sur l'année 2025. Et alors justement, comment est-ce que vous la voyez cette année 2025 démarrer ? On a 3 mois là de recul, on n'a peut-être pas encore tous les chiffres, puisqu'on arrive tout juste dans le début du deuxième trimestre. Déjà aujourd'hui, on peut emprunter à combien à peu près pour un crédit immobilier, mettons sur 25 ans, puisque c'est ce qu'on donne généralement dans les médias, Damien Bazès ou Ludovic Usieux, comme vous voulez. Peut-être. Est-ce que vous aurez le même chiffre déjà ? À voir. J'espère que non. C'est une moyenne sur le territoire et tout profil confondu, mais aux alentours de 3,30, 3,40 sur 25 ans. D'accord. Ouais. C'est effectivement la durée la plus utilisée aujourd'hui. La durée moyenne de prêt dans mon réseau, chez Artemis Courtage, c'est aux alentours de 22 ans et demi. Donc vous imaginez bien que pour arriver à une moyenne de 22 ans et demi, la majorité des prêts sont effectivement demandés et tirés sur 25 ans. D'accord. Ouais. Sur 20 ans, qui est l'autre durée utilisée, on est aux alentours de 3,10 pour un taux moyen et un projet moyen, entre guillemets. Donc on a vu quand même les taux baisser sur, j'allais dire les 3 premiers mois de l'année, mais aussi les 3 derniers mois de 2024, si je dis pas de bêtises. Effectivement, c'est à peu près les taux qu'on a sur la stat crédit logement sur février, sur 20 ans, en global, on est à 3,15. Et évidemment, vous avez en fonction des profils aussi, des fois des taux même qui ont été en dessous de 3 sur les banques. Ce qui est intéressant sur les taux, si on dézoome un peu, si on avait fait la même émission il y a 1 an, sur les taux sur 20 ans, on était aux alentours de 4. Oui, bien sûr. Oui. Et si on l'avait fait il y a 6 mois, on était aux alentours de 3,50, 3,60. Donc on voit quand même que sur quelques mois, il y a une vraie baisse. Et ça, c'est des signaux très favorables. Et sur les taux, pour continuer, se dire quand même qu'on a les taux courts qui ont baissé régulièrement, puisque en mars, les CER passaient de 2,75 à 2,50 et ça fait 6 baisses consécutives. Et en juillet 2024, les taux courts étaient à 4%. Donc on voit quand même qu'il y a une tendance sur ce côté-là. Et après, le sujet qu'on aura, c'est l'OAT 10 ans, qui est globalement bien orienté, mais où il y a des petites zones de tension sur mars, parce que là, elle a rebaissé, elle est aux alentours de 3,45, mais elle est montée à 3,60. Et donc là, c'est quand même un sujet à regarder. Elle est en contrôle, mais évidemment, avec ce qui va se passer avec la guerre commerciale, avec la guerre en Ukraine, avec quelques sujets, c'est juste sur ça qu'il faudra être vigilant, mais globalement, on a une conjoncture favorable. Ce que vous dites, c'est que, alors, il ne faut pas s'attendre à ce que ça continue à baisser, mais on est quand même dans une conjoncture favorable. Et il faut aussi s'attendre à ce que potentiellement le contexte économique soit à surveiller. C'est ça, sur l'impact que ça pourrait avoir sur les taux de crédit immobilier Oui, c'est ça. C'est que d'un côté, quand même, on a les taux courts qui ont baissé. C'est encore une fois important parce que c'est un signal et une inflation qui est maîtrisée. Et en effet, sur l'OAT 10 ans, qui est un élément important dans les taux de l'IMO, il va falloir qu'on surveille les sujets que j'ai évoqués juste avant parce que ça peut effectivement avoir une incidence sur le crédit. Ludovic Usieux, effectivement, comment se positionner sur le sujet immobilier, crédit immobilier, 1er avril 2025 ? C'est un contexte beaucoup plus favorable, au-delà des taux qui ont baissé d'environ 1%, 100 points de base depuis une année. L'autre grande nouvelle, c'est que toutes les banques et tous les banquiers sont autour de la table du crédit immobilier et qu'elles prêtent à nouveau pour tout type de projet, tout type d'emprunteur. Même si effectivement il y a un effort qui est concentré sur les primo-accédants, évidemment, tous les autres profils sont aussi éligibles au crédit immobilier. Damien le rappelait, ce n'était pas franchement le cas l'année dernière ou l'année précédente. Quelques banques continuaient de prêter, selon les départements, les régions, plutôt les banques mutualistes et régionales. Aujourd'hui, toutes sont revenues autour de la table du crédit. C'est quelque chose qu'on salue. Quand on peut mettre en concurrence des banques, le nombre de projets augmente, la qualité des négociations aussi. On surveille évidemment tous les jours ou à peu près l'OAT 10 ans, qui est un peu nerveux,
qui fait que globalement les taux en ce moment sont stables. Depuis le début de l'année, ça fait 3 mois qu'on navigue aux alentours des 3% sur 20 ans et un peu plus sur 25 ans. C'est quelque chose de relativement maîtrisé pour le moment. Il y a des ajustements de grille dans certaines banques, quelques points de base à la hausse, quelques stabilités ou même quelques baisses sur les taux courts, effectivement. Moi, je pense que c'est un peu le scénario central de 2025 en réalité. D'accord. C'est un scénario stable. Je pense que le gros de la baisse est quand même derrière nous et qu'on devrait, au 1er avril, avoir des taux qui se situent dans un range, allez, à plus ou moins 20 points de base dans un sens ou dans l'autre. C'est compliqué. On a compris de faire de la divination ou de l'incantation sur les taux de crédit immobilier en ce moment. Le contexte est tellement nerveux que ça peut bouger d'un mois sur l'autre ou quasiment. En tout cas, c'est un scénario relativement stable et c'est ce qui permet aussi de relancer un marché. C'est ce que j'allais dire. Alors, on sort un petit peu de vos métiers à vous, si on parle du marché immobilier, des tendances du marché immobilier, mais est-ce que cette stabilité constatée sur les taux de crédit immobilier se retrouve aussi dans les niveaux de prix du marché ? Ludovic Cusieux et ensuite Damien Bazès. Oui, on a des niveaux de prix qui... Il y a une baisse selon les régions de plus ou moins 10%. Sur la même période que la crise du crédit, sur les 18 derniers mois, globalement. On s'aperçoit effectivement des remontées du réseau région par région, que les négociations sont un peu plus courtes et un peu moins profondes. D'accord. Il y a moins de place à la négo et que le marché est en train aussi de se resolidifier. Donc la baisse des prix est peut-être... le plus gros de la baisse des prix est sûrement derrière nous, probablement comme le plus gros de la baisse des taux de crédit. On a eu un regain de pouvoir d'achat. Et puis là, on est dans une période de reconquête et de volume qui commence à regrossir. Damien Bazès, sur le marché au global, au-delà du crédit. Sur le marché au-delà du crédit, alors je rejoins déjà ce qui a été dit, c'est que je pense qu'on a passé la bosse des taux et il y a un ajustement des prix. Je pense qu'on est aussi dans des moments favorables, donc on l'a dit par rapport à la législation, mais aussi dans le timing, parce que souvent le printemps, avril, mai, juin sont des mois forts. Il faut prendre ça en compte aussi, bien sûr. Immobilier, et il faut prendre en compte tout ça, parce que du coup ça c'est aussi, ça donne du vent dans les voiles sur le marché, et donc tout ça est bien orienté. Après, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a quelques réflexion et regard sur ce qui peut se passer en externe, mais il y a quand même baisse de l'inflation, c'est très important, des taux maîtrisés, des prix corrigés, de la demande. Il reste de la demande, ça reste un marché quand même porteur, et avec les coups de pouce qu'on donne aux primo-accédants, je pense que très sincèrement, voilà, on a du vent dans les voiles et les choses sont bien alignées. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci Damien Bazès, directeur régional chez Bred Banque Populaire. Merci également Ludovic Cusieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment profiter de la hausse des taux longs? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé au sein du cabinet Gfineo. On va commencer tout de suite avec une première question. On a vu les plans de dépenses publiques en Allemagne qui ont fait progresser les taux à 10 ans en zone euro. Est-ce que ça a des conséquences sur les choix qui s'offrent aux clients des conseillers en gestion de patrimoine ? Oui, comme à chaque fois qu'il y a un changement sur les marchés, ça peut créer des opportunités. Là, quelles conséquences ? Il y en a deux, en fait, pour l'investisseur particulier. Le premier, c'est qu'on trouve à nouveau des produits structurés à capital garanti avec des conditions intéressantes. D'accord. Et la seconde conséquence, c'est que les assureurs sont très friands de collectes nouvelles, notamment sur les fonds euros. Encore sur les fonds euros ? Et oui, parce que ça leur permet de profiter de cette hausse de taux pour acheter les obligations à long terme dans des conditions un peu plus attractives qu'il y a 2-3 mois. D'accord. Et donc, pour attirer les investisseurs, au vu de la concurrence entre les assureurs, il y a des politiques de bonus diverses et variées qui permettent finalement d'avoir des rendements attendus supérieurs à 4% net pour les clients sur 2025 et 2026. C'est intéressant, on reparlera des produits structurés après, mais sur ces fonds en euros, alors déjà il y a quelques années maintenant, on nous disait que c'était fini, qu'il ne fallait pas y aller, qu'il n'y avait pas de performance sans risque. Ensuite, on les a vus progresser effectivement en lien avec la hausse des taux. Et ensuite, on a entendu souvent le bonus va s'arrêter, les fonds euros avec le bonus à l'entrée va s'arrêter. Allez-y, et finalement, on voit que mi-2025, on sera toujours effectivement sur un scénario comme celui-là.
Prévoir les taux, c'est un exercice compliqué. Bien sûr, mais les bonus. La plupart des experts prédisaient en fin 2024 que 2025 serait une année de baisse. Finalement, sur le taux à 10 ans, il y a une petite remontée. Les assureurs veulent en profiter et comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, les bonus sont de retour. Et sur les produits structurés, alors qu'est-ce que ça change en matière de rendement ou quel impact en matière de rendement? Alors pour les clients qui recherchent le capital garanti, sur ces structurés-là, en fait, on a deux types de rendement. Le rendement garanti, lui aussi, où là, on est actuellement sur des gains à un peu plus de 4%. D'accord. Selon la banque émettrice. Les banques américaines sont en ce moment mieux disantes que les françaises. Donc en clair, les Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank et autres vont être mieux disants que SG, BNP, Crédit Agricole, Natixis, mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Et puis, quand le rendement est conditionnel, là, ça s'étage entre 5 et 8% selon le type de produit qu'on recherche. Et alors, si on est plus en recherche de sécurité, je sais qu'à un moment on parlait beaucoup des comptes à terme, est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on regarde aujourd'hui ou le contexte de marché porte vers d'autres types de placements ? Alors les comptes à terme ont toujours leur place, mais vraiment, si on a besoin de récupérer l'argent dans quelques mois. D'accord. Parce qu'un nouveau compte à terme souscrit aujourd'hui, on va avoir une rémunération difficilement supérieure à 2,40. Là où, avec un alliage fonds euro et structuré pour aller chercher les bonus maximales, on va être significativement au-dessus. D'accord. Cela dit, l'assurance vie, c'est plutôt sur un horizon de placement de quelques années. Donc compte à terme pour le très court terme, Oui. et pour le moyen terme sécuritaire, on peut regarder l'assurance vie. Assurance vie, et alors si je reviens sur l'alliage fonds euro, produits structurés, ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer et où on vient combiner finalement deux types de placements, et ça veut dire quoi? Qu'on va peut-être pas forcément sur le produit structuré à capital garanti, à rendement garanti. Si on va chercher la sécurité du fonds euro, on va prendre un petit peu plus de risques sur le produit structuré, ou non, on fait un alliage des deux? Ça va vraiment dépendre de l'objectif de l'investisseur. Celui qui veut rester dans l'univers du capital garanti va prendre un structuré à capital garanti qui va se positionner à côté du fonds euro pour bénéficier du taux du C qui permet d'avoir le bonus maximum sur le fonds euro. D'accord, bah oui, il faut penser à ça aussi. Oui, bien sûr. Celui qui est un peu plus dynamique va aller sur des structurés à capital protégé avec un rendement potentiel plus important mais un risque de perte en capital. Dernière question, Guillaume Essette, au-delà effectivement de la hausse récente des taux et donc du fonds euro ou des structurés, dans le contexte actuel, global, est-ce que dans les échanges vis-à-vis de vos clients, on parle plus de recherche de sécurité, de recherche de performance? Est-ce que ça a évolué depuis quelques mois? Alors, bien sûr, le contexte géopolitique peut créer de l'anxiété pour certains. On a un regain d'intérêt pour la diversification en termes de juridiction, en fait, avec une place de plus en plus importante prise par les contrats d'assurance vie à Luxembourg. Et ensuite, pour ce qui est de l'allocation d'actifs, ces périodes d'incertitude sont souvent des périodes d'opportunité en réalité. Donc pour les clients dynamiques, il y a pas mal de choses à faire. Merci beaucoup Guillaume Essette de nous avoir accompagnés donc dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directeur associé au sein du cabinet Gfineo. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.